fiscalité française se divise entre une fiscalité royale, une fiscalité d'église et une fiscalité seigneuriale. Celle-ci repose principalement sur le tiers-état et plus particulièrement sur les paysans qui composent 80% de la population française. La situation face à l'impôt est non seulement inégalitaire, mais aussi très hétérogène. Les sujets sont soumis à une pression fiscale différente selon qu'ils habitent en pays d'État, pays d'élection ou pays d'imposition. De même, le montant de la gabelle, non donné à l'impôt sur le sel, est extrêmement variable d'un territoire à l'autre. L'histoire de l'Ancien Régime est celle de la construction de la modernité, caractérisée, selon le sociologue allemand Norbert Elias, par la monopolisation des pouvoirs par l'État. Cette construction s'appuie à la fois sur le monopole fiscal et sur le monopole militaire. La période moderne correspond à un renforcement du pouvoir royal. Le roi doit pouvoir contrôler son territoire pour organiser la levée des impôts. La première justification de l'impôt est la guerre, et celui-ci est considéré comme une charge exceptionnelle. Or, depuis le XVe siècle, la pression fiscale ne cesse de s'alourdir, même en temps de paix, du fait de la situation des finances du royaume. Cela donne lieu à de nombreuses révoltes fiscales, comme la révolte des Va-nu-pieds de 1639 en Normandie, qui est réprimée par le pouvoir royal. Turgot est nommé contrôleur des finances par Louis XVI en 1774. Influencé par les physiocrates, il souhaite rétablir l'équilibre du budget sans recourir à l'emprunt ni à une augmentation d'impôts. Il préconise la suppression des barrières douanières intérieures et souhaite une libre circulation des grains. Turgot propose aussi de supprimer les corvées royales pour les remplacer par un impôt pour les propriétaires. Cet impôt ne toucherait donc pas seulement le tiers-état, mais aussi la noblesse. Le Parlement s'y oppose en arguant de la société d'ordre qui implique des classes privilégiées et le Parlement s'attaque à ces velléités d'égalité. En 1774 et en 1775, les récoltes sont particulièrement mauvaises et la libre circulation des grains n'a pas les effets escomptés. Le peuple a faim et des spéculations font augmenter le prix des grains. S'ensuivent des émeutes de la faim nommées la guerre des farines. Il existe un contrat social entre le roi et son peuple. Celui-ci accepte de se plier à son autorité politique, à l'impôt, aux différentes taxes et contraintes, en échange de son bien-être alimentaire. Une famine, et cet équilibre est fragilisé. Le roi intervient dans ces moments de crise alimentaire et subventionne l'achat de grains afin de rétablir la paix sociale. Le prix du pain n'a cessé d'augmenter depuis 1786 et celui-ci n'a jamais été aussi élevé que le 14 juillet 1789, date de la prise de la Bastille. La société d'ordre est héritée de la période médiévale qui partageait la population et son importance selon leur utilité dans la société. La société d'Ancien Régime est composée de 3 ordres. Le clergé, qui a pour rôle de prier pour le salut du royaume et de ses habitants. La noblesse, qui a pour mission de protéger militairement le royaume. Et enfin le tiers-état, qui a pour fonction de nourrir la population du royaume. Le clergé et la noblesse sont des ordres privilégiés qui sont exemptés d'impôts. Cependant, ce découpage schématique est plus complexe dans la réalité. Tout d'abord, la société est partagée entre les ruraux, qui représentent 80% de la population, et les urbains. Les activités sont différentes selon que l'on habite en ville ou à la campagne. Cette structure n'est pas sclérosée, dans la mesure où une élévation est toujours possible au sein de la hiérarchie établie
y compris entre les ordres. Cependant, des plafonds de verre empêchent toute élévation possible. À l'intérieur des villes, on note une ségrégation sociale par quartier, ainsi qu'une ségrégation verticale. Lorsque les familles pauvres s'entassent dans une seule pièce et partagent un même couchage, les aristocrates vivent quant à eux dans des hôtels particuliers. La bourgeoisie urbaine a pour ambition d'imiter les valeurs de la noblesse. Les conditions de vie sont dramatiquement différentes selon son ordre et son niveau de richesse. Louis-Sébastien Mercier, dans son tableau de Paris, nous décrit ces disparités socio-économiques. Le faubourg Saint-Marcel est le quartier où habite la population la plus pauvre, la plus remuante et la plus indisciplinable. Il y a plus d'argent dans une seule maison du faubourg Saint-Honoré que dans tout le faubourg Saint-Marcel. Une famille entière occupe une seule chambre. Les meubles en totalité ne valent pas 20 écus. On ne voit point de souliers dans ces demeures. Les enfants y sont nus et couchent pêle-mêle. Face à ces inégalités structurelles entre les ordres de la société, le grand écart entre les conditions de vie de la population et les souffrances liées aux disettes et aux famines, la société d'Ancien Régime est prête pour la Révolution.